Nicolas Jean, vous êtes associé chez GIDE. Nous parlons aujourd'hui avec les lecteurs de Financial Afrique d'un sujet qui a un enjeu majeur. C'est l'annulation de la dette des pays en développement et notamment de la dette africaine. Donc, est-ce que le sommet du G20 qui se déroule à Riyad devrait entériner un accord entre le G20, le Club de Paris et les créanciers privés? Concrètement, quelle est la portée réelle de cet accord présenté déjà comme historique? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer au nom du cabinet GIDE. Effectivement, c'est un accord qui peut être présenté comme historique. L'un des objectifs de ce sommet du G20 est effectivement d'entériner le cadre commun pour les traitements de dette au-delà de l'initiative de suspension du service de la dette, ISSD, qui a été adoptée par les ministres des Finances et les gouverneurs de banque centrale du G20 le 13 novembre et approuvée par le Club de Paris. L'objectif de ce cadre commun est d'encadrer la manière dont les créanciers officiels faciliteront au cas par cas, ça c'est important, le traitement rapide et ordonné de la dette des pays éligibles à l'ISSD. Afin de bénéficier du cadre commun, les pays éligibles à l'ISSD devront formuler une requête officielle qui déclenchera une analyse de la viabilité de leur dette par le FMI et la Banque mondiale. Et là, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais il faut avoir en tête qu'effectivement, le FMI sera forcément partie de ces accords. Et chaque pays aujourd'hui qui rentre dans le cadre commun de ces accords a ce sujet en tête, et c'est un sujet important. Sur la portée de ce cadre commun, il faut d'abord retenir qu'il est convenu que les solutions envisagées reposeront sur des restructurations des dettes plutôt qu'à l'annulation des dettes, sauf cas particuliers jugés les plus difficiles. Concrètement, ces restructurations se manifesteront par des allongements de la maturité des créances traitées, voire des ajustements de taux d'intérêt. Encore une fois, on n'est pas dans une annulation pure et simple de la dette, mais dans une restructuration. Et pour avoir échangé avec de nombreux experts au cours des dernières semaines et des derniers mois, c'est ce qui était appelé par tout le monde. Restructurer, reprofiler les dettes plutôt que d'annuler purement et simplement en créant après un problème de confiance sur les marchés. Ensuite, il est important de souligner que l'objectif de cette initiative est que tous les créanciers du G20 et du Club de Paris, ayant des créances sur un débiteur, un État, coordonnent leur engagement avec lui et finalisent conjointement les conditions du traitement de sa dette. En rassemblant jusqu'à 30 pays, le cadre commun doit permettre de renforcer la coordination entre les créanciers publics et les créanciers privés. Il constitue aussi une percée historique de par la participation inédite à cette initiative et quelque peu inattendue de créanciers tels que la Chine, l'Inde ou l'Arabie saoudite. S'agissant plus particulièrement du cas de la Chine, et c'est pour ça qu'on en vient à votre question, est-ce un accord historique? S'agissant plus particulièrement du cas de la Chine, il faut être bien conscient que sa participation au cadre commun représente une avancée majeure et hautement symbolique qui doit être soulignée et pleinement appréciée. Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans la possibilité de traiter, au moins en ce qui concerne les dettes publiques, pour ne pas dire l'intégralité, de la majeure partie des dettes. Enfin, les pays éligibles à l'ISSD auront l'obligation de demander à tous leurs autres créanciers, hors membres du G20 et du Club de Paris, dont les créanciers privés, un traitement au moins aussi favorable que celui qui sera consenti par les créanciers participants. Et donc là aussi, on revient au caractère historique. En plus du Club de Paris, la Chine, et on règle, alors certes à ce stade indirectement, la question. En tout cas, on amorce un début de solution concernant les créanciers privés. Les États bénéficiant de ces mesures devront faire des demandes équivalentes auprès de leurs créanciers privés. Et donc, indirectement, on arrive à mettre tout le monde autour de la table, ou en tout cas à forcer la discussion avec tout le monde. Par cette obligation,
le G20 et le Club de Paris démontrent leur volonté donc, de voir les créanciers privés participer au cadre commun, grand absent de l'ISSD. À cet égard, le fait d'envisager des restructurations de dette davantage que leur annulation est d'ailleurs un signal fort à l'égard de ces créanciers privés qui devraient de fait se joindre plus volontiers et en plus grand nombre à cette démarche. Je vous ai référence précédemment à cette problématique de la confiance. Si on veut maintenir les créanciers privés autour de la table, si on veut trouver des solutions durables, il faut maintenir cette confiance, la consolider et donc s'assurer que nous parlons plutôt de restructuration dans la mesure du possible que d'annulation pure et simple. D'accord. Donc, c'est un accord historique. Vous dites que c'est plutôt de la réduction, de la restructuration et non de l'annulation pure et simple. Quel est donc l'impact direct ou indirect de cet accord sur les dettes publiques africaines? Cet accord représente une opportunité inédite de traiter les dettes des pays concernés de façon coordonnée et harmonisée. Plus qu'inédite, il est extrêmement important de souligner que cette occasion est peut-être aussi unique dans le temps. C'est un momentum. Aujourd'hui, parce que crise sanitaire, parce qu'il y a eu un coup de projecteur et c'était important, c'était indispensable sur l'Afrique qui fait face de manière très courageuse, très digne et avec un grand succès pour l'instant face à la crise. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont sur alors les pays en voie de développement, mais notamment sur le continent africain, et tout le monde est prêt à chercher, trouver une solution. On l'a vu, il y a eu un nombre incalculable de webinars, de réflexions, de forums, comment trouver de meilleures solutions, de financer le développement, doit-on annuler, donc aujourd'hui, on est dans un momentum généré par le caractère extraordinaire de la situation mondiale. Il s'agit donc d'une initiative circonstanciée et les candidats doivent initier les négociations dans l'année à venir, de sorte à ne pas manquer cette opportunité que l'on peut qualifier de conjoncturelle. Dans un an, dans 18 mois, les créanciers, les États créanciers, qui aujourd'hui sont prêts à discuter tous ensemble, n'auront peut-être plus l'opportunité ou la capacité de se mobiliser dans ces circonstances. Donc aujourd'hui, et ça, quel est l'impact direct et indirect? L'impact direct, il est qu'aujourd'hui, les États ont la possibilité de négocier, de restructurer, voire d'annuler leurs dettes avec l'ensemble de leurs créanciers en évitant, en harmonisant ces discussions, en s'assurant qu'il n'y aura pas de cas de défaut croisé entraînant le remboursement anticipé partiel de leurs dettes. Ils ont l'occasion de discuter avec l'ensemble, ou en tout cas la très grande majorité de leurs créanciers et indirectement d'associer aussi les créanciers privés. En outre, pour l'impact indirect, les États dont on parle, donc les États africains, doivent avoir à l'esprit que le FMI est largement impliqué dans le cadre commun, étant notamment en charge avec la Banque mondiale de l'analyse de viabilité de la dette qui sera menée pour les États candidats à ces mesures. C'est ce que je disais au préalable, c'est un impact indirect, c'est le rôle que va jouer le FMI. Les pays éligibles seront à ce titre tenus de communiquer au FMI, à la Banque mondiale et aux créanciers participants les informations nécessaires concernant tous les engagements financiers de leur secteur public, et des conditions strictes seront attachées aux restructurations négociées par le biais permettant de contrôler l'utilisation des ressources budgétaires dégagées par le traitement des dettes existantes et de remédier aux vulnérabilités structurelles des économies des pays concernés. Ceci peut représenter une contrainte qui devra être prise en compte par les États candidats à ces mesures, qui doivent prendre pleinement conscience que les avantages consentis seront nécessairement assortis d'obligations importantes de transparence et de gestion des budgets ainsi dégagés. Donc, un impact indirect, comme vous le demandiez, de ces accords.
La Zambie a fait récemment défaut sur son eurobond. Devrait-on craindre un effet domino sur le reste du continent? Là, c'est ni à vous, ni à vos lecteurs que je vais apprendre qu'il y a des Afriques, des économies. Et parler d'effet domino à une échelle telle que celle du continent me semble dangereux. Il est capital de rappeler que parler du continent africain, c'est parler de plus de 50 pays aux économies extrêmement variées. Face aux crises économiques, les économies les moins diversifiées sont les économies les plus exposées, notamment du fait de la baisse des cours des ressources naturelles. Il s'agit par exemple des économies des pays exportateurs de pétrole ou de ressources naturelles et des pays dépendants quasi exclusivement du tourisme. La Zambie est précisément un pays riche en ressources naturelles, dont l'économie est parmi les plus exposées aux effets de la crise économique que nous traversons. Par ailleurs, un autre critère est celui de l'endettement. Les taux d'endettement sont particulièrement variables d'un pays à l'autre. En 2019, la dette publique représentait 95,3% du PIB du Congo ou 80% en Zambie. Des taux d'endettement extrêmement élevés, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays. De mémoire, en Côte d'Ivoire, je crois qu'on est autour de 36%. Donc, la Zambie, c'est un pays, exposé du fait de son économie qui repose sur des ressources naturelles, et deux, un profil d'endettement qui était déjà dans les radars indiqué comme présentant un risque élevé de surendettement. Le cas de la Zambie est un cas particulier et le fait que la Zambie fait un cas de défaut n'était pas aussi inattendu qu'on le laisse paraître. Donc, il s'agit donc d'une situation extrêmement particulière, le pays ayant souffert d'un modèle économique exposé à la crise, mais également une situation économique préalablement dégradée. S'il s'est avéré que le cas zambien va entraîner une vigilance accrue du marché, ça clairement, d'ailleurs aujourd'hui on le voit, on a un nombre d'articles sur est-ce que le cas zambien va être généralisé à l'ensemble des pays. Donc, vigilance accrue, oui, mais il ne doit pas engendrer la défiance vis-à-vis des autres économies africaines, et notamment d'économies fortes telles que la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. D'accord. Alors, la dette des émergents, la Chine, la Turquie, l'Inde, doit-elle être abordée de la même manière que la dette, par exemple, du Club de Paris? Alors, oui, bonne question. Ces dernières années, la composition des créanciers en Afrique a fortement évolué. La part du Club de Paris a baissé, tandis que celle des nouveaux créanciers, tels que la Chine, a augmenté. Pour illustration et pour mieux comprendre ce qu'on va dire, la part de la dette publique détenue par des créanciers membres du Club de Paris est tombée de 15% en 2007, à 3% en 2016 dans les pays en développement à faible revenu de l'Afrique subsaharienne. Et durant la même période, la part de la dette publique détenue par d'autres créanciers bilatéraux a progressé de 11 à 18%. Chine, Inde, Arabie Saoudite, Koweït. Le constat est clair, les émergents sont désormais des créanciers de premier plan de l'Afrique, et les initiatives du Club de Paris n'auraient pas les mêmes effets si elles étaient des actions isolées. Du fait cependant de la mobilisation historique des créanciers que nous évoquions plus tôt, les dettes publiques africaines ont vocation à être traitées de façon coordonnée et harmonisée, ce qui est naturellement souhaitable et satisfaisant. Donc oui, c'est important de traiter de la même manière, en tout cas de les traiter en même temps, parce qu'une dette à un moment précis n'est pas la même 6 mois, 1 an plus tard. Donc oui, c'est important de les traiter en même temps, mais la proportion que représente aujourd'hui la dette des émergents appelle à beaucoup de précautions concernant les discussions qu'il y aura à leur sujet.
le Club de Paris a joué le rôle de catalyseur, de dynamiteur. C'est lui qui a impulsé, dirigé, initié ces discussions. Donc, il y a eu 2 temps, mais aujourd'hui, le traitement doit être simultané et coordonné, à défaut d'être le même. Il doit être simultané et coordonné. Donc, la toute dernière question, en souhaitant que cette réunion de Riyad marque vraiment un pas historique dans la gestion des dettes des pays en développement, celle de l'Afrique en particulier. Alors, en 2021, beaucoup de pays seront obligés de contracter de nouveaux crédits sur le marché international et intérieur pour financer leur relance. Quels sont les instruments qui vous paraissent les plus adaptés pour les États africains? Là, Damas, si je vous donne la réponse, je n'ai plus rien à vendre à mes clients. Hein. Si je vous dis tout de suite, je n'ai plus rien à leur vendre. Hein. Mais non, plus sérieusement, comme évoqué précédemment, compte tenu de la grande diversité des situations économiques, mais aussi des besoins spécifiques en financement sur le continent, il n'est pas possible d'apporter une réponse unique à cette question. Certains outils recommandés dans certaines situations peuvent s'avérer très risqués dans d'autres, et des outils adaptés doivent être mis en place au cas par cas, de sorte à mobiliser les bonnes ressources pour les bons emplois. Ce qu'on peut dire, c'est d'un point de vue global, et c'est important dans la réflexion à mener sur la construction des instruments de financement. On ne le répétera jamais assez, quand on parle de l'Afrique en général, l'Afrique est sous-financée plutôt que surendettée. Et le financement de la relance économique passera par la mobilisation des financements privés, en s'affranchissant partiellement du modèle classique des financements concessionnels bilatéraux, multilatéraux. Encore une fois, c'est un affranchissement partiel. Il ne faut pas ne plus faire de financement concessionnel bilatéraux, multilatéraux. Il faut avoir une réflexion sur comment faciliter les financements privés et comment les structurer de telle manière à ce qu'ils soient adaptés à une économie, à un secteur et à un environnement donné. Et ça, d'un pays à l'autre, et selon aussi le cadre juridique qui existe dans les juridictions concernées, les solutions évolueront. La priorité doit aujourd'hui être de trouver des solutions et donc des instruments qui permettront de drainer des financements privés vers le pays. Et puis, une fois arrivé dans le pays, et ça c'est un autre enjeu, c'est d'arriver à le faire ruisseler, ces financements, au niveau de l'économie. Et là, on arrive sur d'autres sujets, mais c'est comment transformer les économies informelles en économies formelles. Il ne suffit pas d'avoir accès à des financements, de structurer les financements. Il faut arriver à faire bénéficier la population, mais l'économie, de ces financements. Et pour ça, il y a une réflexion globale à avoir sur la transformation de l'économie informelle en économie formelle, de la faciliter, de l'encourager. Après, projet par projet, effectivement, les structurations ont vocation à évoluer et à laisser plus de place au privé. Comme dit un ami à moi, le privé autant que possible, le financement public autant que nécessaire. Et c'est peut-être sur cette base-là, en ayant cette phrase en tête, qu'on pourra, dans chaque État et au titre de chaque projet, structurer le financement. Alors, Nicolas Jean, je rappelle que vous êtes associé chez GID. Merci d'avoir répondu à ces questions autour de ce sommet du G20 qui devrait marquer un nouveau départ ou bien une nouvelle perspective, en tout cas, pour la dette des pays en développement, celle de l'Afrique en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de votre travail qui permet d'informer, avoir des médias qui
transmettent, communiquent en temps réel ces informations qui suivent l'actualité économique du continent. C'est précieux et merci beaucoup pour votre travail. En tout cas, nous merci. Chez Gide. Merci beaucoup et bon après-midi à Paris.